bienvenue dans la vidéo de ce mercredi. Eh bien, mesdames et messieurs, vous l'attendiez, un bon nombre d'entre vous l'ont demandé, et aujourd'hui nous revenons à la seconde escadre du Pacifique, qui est bien sûr une flotte russe. Et étant de Russie, l'expression, et ensuite ça a empiré, est pratiquement une devise nationale. Alors reprenons là où nous nous étions arrêtés auparavant. L'amiral Rossetsvensky et la seconde escadre du Pacifique avaient affronté et traité avec de nombreuses menaces au cours des derniers mois. Des torpilleurs japonais imaginaires, de vrais bateaux de pêche anglais, le Kamtchatka, presque déclenchant une guerre avec une superpuissance mondiale, tirant accidentellement sur leurs propres navires, le Kamtchatka, la maladie des mers montagneuses, le Kamtchatka, des serpents venimeux, des prophètes de la fin des temps, le Kamtchatka, des officiers de haut rang organisant des chasses aux rats à travers la flotte, étant chargés d'un tas de cibles flottantes obsolètes qui ne servaient qu'à les ralentir, et bien sûr le Kamtchatka, malgré la nature délabrée et battue de sa flotte. Cela a dû être presque un soulagement pour le pauvre amiral, quand bien qu'il essayait simplement d'atteindre les ports du Pacifique russe, la marine impériale japonaise a finalement fini par apparaître à l'horizon. Au moins, voici de véritables navires de guerre japonais, avec de vrais torpilleurs, ce qui signifie qu'enfin, il y avait quelque chose qu'ils étaient censés viser. Cela dit, la flotte russe était quelque peu désavantagée en entrant dans la mêlée, et pas seulement à cause du long voyage. Bien que théoriquement en surnombre par rapport à la formation 2-1 de l'amiral Togo en cuirassé moderne, le reste de la formation russe, les destroyers, les croiseurs protégés et les croiseurs blindés, était incroyablement en sous-nombre, surtout dans le domaine des croiseurs blindés, qui à l'époque étaient considérés comme des unités secondaires dans la ligne de bataille, et dans laquelle classification les Japonais avaient un avantage de 8-3, si vous ne tenez pas compte de la classe quelque peu bizarre de Matsushima. La vitesse russe était également assez limitée, alors que la ligne de bataille impériale japonaise était limitée à seulement 15 nœuds, en ayant emmené certains de leurs navires plus anciens, y compris pour une raison obscure le très gériatrique cuirassé à tourelle ex-chinois Shenyuan, qui avait été rebaptisé Chinen, les Japonais pouvaient cependant maintenir cette vitesse, alors que la flotte russe, si elle voulait rester ensemble, pouvait atteindre environ 14 nœuds, mais seulement pour de très courtes périodes, avec leur machinerie dans un très mauvais état de réparation, et les coques des navires horriblement encrassés par la vie marine accumulée, qui était en quelque sorte la norme pour un voyage de 18 000 miles sans visite à un véritable grand quai, et bien sûr les redoutables torpilleurs japonais étaient réellement présents pour un changement. Tout cela sans même mentionner l'état ou la formation des équipages, des armes, de l'équipement de contrôle des incendies ou des munitions à bord, que nous reprendrons plus tard, bien que Rotesvenske ait passé le voyage à essayer de garder la flotte unie à son crédit, essayant d'éduquer ses artilleurs à, vous savez, tirer droit, surtout après tout l'incident de Dogger Bank. Mais avec un voyage aussi long et public, les Japonais ne pouvaient pas ne pas savoir que les Russes arrivaient, et ils avaient donc une variété de navires en mission de reconnaissance à la fois dans les voies de navigation courantes et en dehors d'elles. Les registres sont quelque peu inutilement dans deux formats complètement différents car les Russes et les Japonais de l'époque utilisaient deux systèmes de datation complètement séparés, les calendriers julien et grégorien. Comme nous avons suivi l'histoire de la seconde escadre du Pacifique, nous utiliserons leur système de datation légèrement obsolète. Vous pouvez rechercher le système de datation sous le calendrier moderne le plus utilisé, si vous voulez. Il suffit d'ajuster en avançant d'environ 2 semaines. De plus, chaque compte-rendu de la bataille diffère, dans certains cas, jusqu'à 30 minutes sur le timing exact de certains événements, comme quand un navire a ouvert le feu ou quand il a coulé. Ainsi, les temps qui seront présentés sont nécessairement une sorte d'approximation, en moyennant à travers diverses sources, en favorisant à nouveau les journaux de bataille russes lorsqu'il y a un conflit majeur pour une raison quelconque, car après tout, nous réduisons les dates russes pour cette vidéo et nous suivons l'histoire de la deuxième escadre du Pacifique. La nuit précédant la rencontre fatidique, la flotte russe approchait des eaux contrôlées par les Japonais. Juste après minuit, un croiseur auxiliaire japonais aperçut des lumières à l'horizon qui s'avérèrent appartenir à l'un des navires russes, le navire hôpital Orel, qui, conformément aux règles de la guerre, montrait encore des lumières pour éviter d'être attaqué par erreur dans l'obscurité. Le navire japonais,
Le Shinanomaru s'est rapproché et a correctement identifié l'Orel comme un auxiliaire russe non armé. L'Orel, en revanche, pensait que le Shinanomaru était simplement un autre navire russe qui rencontrait des problèmes de navigation et n'a donc pas pris la peine de signaler sa présence, mais a plutôt indiqué utilement, par signal lumineux, d'être prudent car il y a d'autres navires russes à proximité dans l'obscurité et vous pourriez les heurter. Ainsi aidé involontairement et très reconnaissant, le Shinanomaru a rompu le contact et a transmis par radio la position des forces russes à l'amiral Togo, qui a immédiatement ordonné à sa flotte de prendre la mer pour la bataille. En partant, Togo a envoyé un signal à Tokyo, les informant de son intention d'attaquer les forces russes et, très utilement et poliment, incluant un bulletin météorologique à la fin de son rapport. Là où naviguaient les Russes, le temps était particulièrement mauvais, avec une brume de mer, du brouillard et des averses, ainsi qu'un nombre significatif de hautes vagues. Mais la deuxième escadre du Pacifique avait attiré pas mal de suiveurs, avec un grand nombre de navires japonais formant un cordon lâche autour de la flotte ennemie, ce qui signifie que, bien que Togo ne pouvait pas voir grand-chose au-delà de 5 miles environ, il était parfaitement conscient de l'endroit où se trouvait son homologue, même si ce dernier était à environ 40 miles dans le brouillard. L'aube se levait, avec la flotte russe disposée en 2 colonnes. Devant, le Svetlana, l'Ural et l'Almaz ayant éclaireur, et derrière eux, la colonne de droite était menée par Rohezevensky à bord du Suvorov avec les cuirassés les plus modernes, l'Alexandre III Borodino, Aurel qui partageait heureusement un nom avec le navire hôpital que nous avons mentionné plus tôt, l'Ostiabaya, ainsi que 3 navires plus anciens, Sissoy, Navarin et Nakimov. Les noms complets seront prononcés correctement dans une autre vidéo, veuillez m'en excuser. La colonne de gauche était commandée par l'amiral Nebogatov avec 4 cuirassés plus anciens, Nicolas Ier Apraxin, Seniavin et Ushakov, ainsi que les croiseurs Oleg, Aurora, Donskoy et Vladimir Monomakh. Chaque colonne s'est vue attribuer un seul croiseur et 2 torpilleurs pour garder ses flancs, avec tous les transports et les torpilleurs restants entre les 2 colonnes, le navire hôpital étant stationné à l'arrière. À 40 miles de l'île de Tsushima, la flotte russe repère le croiseur japonais Izumi. En retour, l'Izumi repère le croiseur Zimchug sur le flanc droit de la formation russe. Alors que la flotte principale japonaise est encore très éloignée, les Russes hissent des drapeaux pour commémorer le jour du couronnement du tsar, même s'ils commencent à recevoir des signaux des navires à l'arrière de leur formation, indiquant que de plus en plus de vaisseaux japonais entrent en vue. Rozhesvinsky ordonne à la flotte russe de prendre la formation de bataille et les transports reculent. Les cuirassés et les croiseurs blindés se fondent en une seule longue ligne de bataille, avec Rostov-sur-le-Don, bien sûr, prenant la tête à bord de son navire amiral, le Suvorov, tout comme Togo le fait à bord du Mikasa à quelques dizaines de miles de là. 4 autres croiseurs japonais apparaissent à l'ouest et un autre vapeur traverse le front de la formation russe. Redoutant une attaque de torpille, le Zemchug ouvre le feu et le vapeur se retire. Rozhesvensky interdit toute poursuite. L'amiral Togo fait déjeuner ses hommes et passe en revue sa flotte. Les conséquences de l'interférence de Saint-Pétersbourg sur les chances des Russes sont assez révélatrices. Sans avoir à attendre les navires douteux de la 3e escadre du Pacifique et sans que son taux d'avancement ultérieur ne soit davantage entravé par eux, Rozhesvensky aurait été dans cette zone des mois plus tôt, alors qu'un certain nombre de navires japonais auraient encore été dans les chantiers navals, réparant les dommages causés par les rencontres avec la 1re escadre du Pacifique. Au lieu de cela, pratiquement tous les navires de combat capables de la flotte japonaise sont ici, et Togo a passé le temps intermédiaire à entraîner ses hommes encore et encore et encore en artillerie. Pour être juste, Rozhesvensky l'a aussi fait autant qu'il le peut. Aurel tire un seul coup, c'est le cuirassé, pas le navire hôpital, signalant rapidement ses excuses au navire amiral, disant que c'était un tir accidentel. Mais dans une scène rappelant les tout premiers jours du voyage, d'autres navires, incertains de ce qui se passe, commencent également à ouvrir le feu par principe général. Les navires plus anciens, sous Nebogatov, sont particulièrement enthousiastes dans leurs tirs d'artillerie.
Pour ne pas être en reste, les croiseurs japonais récemment arrivés tirent quelques coups en direction générale des anciens navires russes et s'échappent de nouveau dans le brouillard. Rozhesvensky ordonne à sa flotte d'économiser les munitions, jetant probablement une autre paire de jumelles à la mer. Avec les éléments d'éclaireur de la flotte japonaise toujours les seuls visibles, Rozhesvensky ordonne un changement de cap vers Vladivostok, qui est sa destination finale prévue, espérant contre toute attente qu'il a pris Togo au dépourvu et que les flottes n'auront pas à s'engager. Aussitôt que la flotte s'est installée sur ce cap, un petit groupe de croiseurs japonais, de véritables, réels, chantants, dansants, tous équipés et protégés par l'empereur, des torpilleurs commencent à se déplacer pour croiser le thé de la flotte russe. Inquiet d'une attaque de torpilles sur ses cuirassés de tête et déterminé à balayer cette petite formation, Rozhesvensky ordonne à ses principaux navires de se mettre en ligne de front, une démonstration de force bien plus puissante qui permet à chaque canon pointant vers l'avant sur ses navires de capitale de porter en même temps. Passer de la ligne de tête à la ligne de front nécessite un peu de compétence et une manipulation astucieuse, mais 3 des 4 cuirassés de tête l'exécutent parfaitement. Malheureusement, Alexandre III se trompe et tourne dans la mauvaise direction. Rapidement, le reste de la ligne s'empile dans la confusion. Alors que Rozhesvensky essaye de décider s'il doit enfouir sa tête dans ses mains, la frapper à plusieurs reprises contre la cloison la plus proche ou hurler incohérément tout en lançant des jumelles sur chaque navire en vue, est plus convenable pour un homme de sa position. Fatigué, il annule l'ordre et ordonne au navire de revenir en formation de ligne à la place. Cela lui a d'abord donné 2 colonnes à nouveau, cette fois avec les 4 navires de tête, y compris lui-même à droite et tout le monde dans leur propre ligne à bâbord. Ce dont il avait vraiment besoin, c'était de plus de temps pour rétablir la formation en ligne unique, car la petite escadre japonaise qui avait provoqué tout cela s'était discrètement éclipsée dans la confusion. Mais on ne lui accorderait pas ce temps. L'amiral Togo rejoint l'escadron de l'amiral Dewa, qui a été en surveillance devant la formation russe. Peu après, la flotte japonaise vire au sud-sud-ouest et engage directement la flotte russe. Un observateur britannique à bord de l'un des navires japonais a noté que c'était un moment qui appelait à une action prompte et dévouée. C'est vraiment l'euphémisme du siècle. Du côté russe, les éléments de commandement de la flotte se dirigeaient vers leurs différentes tours de contrôle. Alors que la marine impériale japonaise commençait à croiser le thé russe, les 2 côtés se regardaient intensément, attendant le moment juste. Comme Togo avait un officier des signaux réellement compétent, il avait préarrangé la plupart de ces signaux, et donc un simple drapeau, Z, a été hissé peu de temps après. À l'époque, la marine impériale japonaise était fortement influencée par la Royal Navy, et le message préécrit que le drapeau signifiait a plus qu'une touche d'inspiration nelsonienne. Le sort de l'Empire dépend des résultats de cette bataille. Que chaque homme fasse son devoir au maximum. Ayant réduit la distance à presque à portée de la batterie principale, la flotte japonaise commence maintenant un demi-tour pour les ramener à travers le visage des Russes à cette nouvelle portée réduite, mais pendant quelques minutes, les navires de tête de leur flotte seront pratiquement immobiles. C'est une excellente occasion de commencer à marquer des points. Sur les ordres de Rozhesvensky, Suvorov ouvre le feu, ainsi qu'Alexandre III et Borodino. Derrière eux, d'autres navires tentent encore de s'aligner à l'avant et les navires de tête bloquent le passage. Malgré les privations et les épreuves de leur long périple, certaines leçons de Rozhesvensky ont au moins porté leurs fruits. Le premier obus touche l'eau à peine à 20 mètres de la Mikasa, suivi peu après par des dizaines d'autres. Au fur et à mesure que les formations progressent, de plus en plus de navires russes ajoutent leur feu jusqu'à ce qu'en l'espace de 5 minutes, la Mikasa soit touchée 19 fois sans marquer un seul coup en retour. La mer autour du navire amiral japonais bout et fume sous le nombre impressionnant de tirs manqués de justesse. Togo ordonne à la Mikasa de tirer. Au début, les tirs japonais sont larges, très larges, et de manière improbable, il semble que les Russes vont réellement avoir le dessus dans ce duel d'artillerie, mais les nerfs se calment et des corrections sont apportées.
Chaque cuirassé japonais ouvre maintenant le feu sur le Suvorov, tandis que les croiseurs blindés de la ligne de bataille se concentrent sur l'Auxilia Baya, car ce navire arbore ostensiblement le drapeau du second commandant russe, mais inconnu de la plupart de l'équipage, et certainement inconnu des Japonais, il est en réalité décédé plusieurs jours auparavant. Le drapeau est présent uniquement pour des raisons de morale, pour faire croire à l'équipage russe que l'amiral est toujours là, seulement alité. Ce qui n'aide pas, c'est que dans la confusion des manœuvres du navire russe, l'Auxilia Baya est contraint de ralentir presque à l'arrêt pour éviter l'Oriole juste devant. Elle est engagée par pas moins de 6 croiseurs blindés à la fois. Le premier obus japonais touche le navire amiral russe. Il est chargé de Shimosa, un explosif à l'acide picrique qui brûle beaucoup plus chaud et avec beaucoup plus de puissance que les charges de poudre à canon et de coton-poudre utilisées dans les autres flottes de l'époque. L'obus, lorsqu'il explose, éclate également avec un brillant rideau de flammes. Les Japonais ont également fait d'autres choses, comme augmenter la charge d'éclatement elle-même par un facteur de 3 en termes de masse, et le fait que beaucoup explosent réellement à l'impact fait peu de différence sur les dégâts globaux, car les puissantes ondes de choc déchirent la superstructure du navire, et les flammes surchauffées provoquent l'ignition du mélange de nombreuses couches de peinture, quelques accessoires en bois restants, et la saleté de la poussière de charbon, et d'autres accumulations du long voyage laissées sur les ponts et superstructures de nombreux navires russes, et bientôt des flammes lèchent de nombreux navires dans la ligne de bataille de plus en plus désorganisée. Ce serait le premier véritable test des pré-dreadnoughts au combat, et il révélait rapidement un certain nombre de faiblesses inattendues. Des plaques d'acier plus minces conçues pour protéger des explosions et des éclats sur les parties supérieures de la coque et de la superstructure étaient déchirées par les violentes explosions de Shimosa et transformées en tempêtes tourbillonnantes de shrapnel. Les échelles en fer fixées à l'extérieur de divers navires étaient déchirées et tordues, coupant l'accès à d'autres parties du navire pour leurs équipages, et de nombreux petits canons montés comme défense anti-abordage et anti-torpilleurs étaient, avec leurs équipages, arrachés du pont et projetés dans les airs. Seules les batteries de casemates et les tourelles offraient un minimum de sécurité, et même ces zones ne se révéleraient pas entièrement sûres. Les navires de Nebogatov, en fin de ligne russe, canonnent tout ce qui passe à leur portée. Le Nicolas porte un coup chanceux à l'Osama, le mettant hors de combat pendant près de 3/4 d'heure, puis commence à toucher le Nishin et le Kasuga, mais les navires japonais accélèrent simplement à 15 nœuds et augmentent la distance, une vitesse inatteignable pour les navires vétustes de l'escadron de Nebogatov. Au lieu de cela, il ordonne à ses navires de zigzaguer. Cela n'a pratiquement aucun effet sur la précision relativement médiocre de sa propre unité, mais rend la vie difficile aux Japonais qui restent frustrés de leur incapacité à toucher lourdement l'ensemble maintenant flottant et tissant de cibles anciennes. Suvorov est maintenant en feu. Un obus a frappé les quartiers du capitaine, et cette fois, les flammes ne s'éteignent pas avec les couches de peinture. La chaleur des différentes explosions chauffe tellement l'air que les jumelles dans les tours de contrôle deviennent inutilisables dans un brouillard de super-air chaud et de fumée. Des éclats atteignent la tour de contrôle, pénètrent à l'intérieur et tuent 3 hommes. Assez rapidement, de plus en plus d'éclats, de morceaux de superstructure et de jets d'eau s'écrasent contre la tour de contrôle protégée, soit en déchirant des trous dedans, soit en passant par les déchirures déjà faites. Tant pour un endroit sûr d'où commander. À l'extérieur, il n'y a presque que des flammes, de la fumée et des corps sans vie. Le capitaine supplie Rozesvensky de changer de cap, mais il refuse. Alors qu'un tel changement perturberait la solution de tir de Togue, il perturberait également celle du Suvorov. Puis, un obus frappe et déchire un trou dans le navire sous la ligne de flottaison. Finalement, Rozesvensky ordonne au navire de virer à tribord, mettant en théorie les deux flottes sur des trajectoires à peu près parallèles. Plus d'éclats pénètrent dans la tour de contrôle, cette fois blessant légèrement l'amiral. Assis sur une chaise, il observe le carnage. 6 personnes sont mortes dans la tour de contrôle, d'autres sont blessées, et personne ne peut voir à l'extérieur pour évaluer la gravité de la situation ailleurs sur le navire. Un officier traverse le maelstrom pour signaler un incendie grave dans une tourelle. Rozesvensky ordonne laconiquement de tenter de l'éteindre car il ne peut pas faire grand-chose depuis l'intérieur de la tour de contrôle.
Sous le bombardement constant des cuirassés japonais, de nouveaux éclats de métal brûlant pénètrent dans la tour de contrôle, blessant gravement cette fois Rostov-sur-le-Don à la tête et aux jambes, tandis qu'un autre éclat atteint mortellement le capitaine du navire à la tête, une blessure qui s'avérera plus tard fatale. Le feu s'est propagé à bord du Suvorov jusqu'à la poupe et le pont. Les mâts sont partis, le gouvernail est endommagé et le navire est coincé dans son virage à tribord. Les télémètres sont détruits, une partie de l'artillerie est démontée, et en tant qu'unité de combat, le navire amiral russe devrait être à peu près fini. Mais malgré tout, les nombreuses armes intactes à bord continuent de cracher des obus avec défi sur tous les navires japonais de passage qu'elles arrivent à remarquer, qui à leur tour se trouvent surpris que quelqu'un soit encore en vie, et encore moins en train de se battre dans l'enfer d'acier à la dérive. La tour de contrôle n'est plus une position tenable. Il ne reste que 4 hommes en vie, tous blessés, Rozhesvensky, 2 de ses collaborateurs et un marin. Écartant les corps, ils descendent par un puits blindé vers une position de combat en contrebas. En atteignant cette partie du navire, Rozhesvensky ordonne aux officiers d'essayer de réparer la direction et de remettre le navire en action avant de partir à la recherche d'un endroit d'où il pourrait réellement voir quelque chose, se faufilant et tissant son chemin à travers des passages et des échelles, dont beaucoup sont enveloppés dans des incendies sous le pont. Malgré le tissage ivre et lent du Suvorov alors qu'il sort de la ligne, quand elle a dévié de la ligne, l'Alexander III, Borodino et Aurel avaient simplement suivi le leader. Mais après quelques minutes, ils ont réalisé ce qui s'était passé, et Alexander III a repris son cap, menant désormais la formation russe et devenant la cible numéro 1 de Togo. La bataille évoluait, la flotte japonaise forçant progressivement les Russes à se déplacer jusqu'à ce que l'ensemble de la bataille se dirige vers le sud-est. Suvorov a ralenti jusqu'à l'arrêt et la flotte russe la dépasse, combattant toujours les Japonais. Maintenant, c'est au tour d'Alexander III de ressentir la fureur des tirs d'obus du cuirassé japonais. Déjà en flammes en plusieurs endroits, il maintient obstinément son cap et les navires de Togo maintiennent le barrage, sachant que décapiter la ligne russe, un navire à la fois, est toujours le chemin le plus favorable vers la victoire pour eux. Ailleurs, Osil Yabiaya, la cible des croiseurs japonais, est en train de couler, s'inclinant rapidement vers le port jusqu'à ce qu'elle se renverse dans un tumulte de vapeur et d'éclaboussures. Des centaines d'hommes glissent ou sont projetés à la mer, tandis que les obus japonais continuent de tomber autour d'eux. Un croiseur, un remorqueur et quelques-uns des torpilleurs se précipitent sous le feu pour essayer de sauver certains des 400 survivants estimés des eaux glaciales. Sizoye Veliki est touchée et commence à prendre le. Au cours de l'heure suivante, elle sera touchée par un total de 9 obus de 3 calibres différents, la mettant en feu et coupant l'approvisionnement en eau du matériel de lutte contre l'incendie. Alors que l'arrière de la ligne russe entre finalement en action, les 2 unités les plus efficaces de la flotte russe, les croiseurs Oleg et Aurora, parviennent enfin à entrer dans la lutte et se retrouvent presque immédiatement pris dans un feu croisé japonais. Les 2 navires ripostent et commencent à éviter les torpilles qui ont été repérées dans l'eau. Quelque part au milieu de tout cela, le Kamtchatka navigue lentement en cercle, glissant progressivement par l'arrière, achevé, ironiquement, non pas par des torpilleurs, mais par des tirs d'artillerie japonais tout à fait ordinaires depuis leur croiseur. Maintenant totalement en flammes, Alexandre III sort de la ligne. Borodino, de manière suicidaire diraient certains, prend sa place en tant que leader. Une recherche de Rozhesvensky à bord du Suvorov le localise finalement, ayant été touché par encore plus d'éclats d'obus dans la tourelle de canon de 6 pouces à tribord, apparemment en train d'aider à le tirer, jusqu'à ce qu'un coup réduise le reste de l'équipage du canon en débris dispersés. Il demande de nouveaux artilleurs, mais on lui dit que le canon est complètement détruit. Le brouillard commence à s'épaissir à nouveau, et les tirs d'artillerie entre les 2 principales lignes de bataille s'atténuent un peu, mais plus loin, au milieu d'un éparpillement de navires russes handicapés et en flammes, le brouillard est plus mince, et les croiseurs et destroyers japonais continuent une exécution méthodique de tout ce qui flotte encore. 4 torpilleurs japonais lancent une attaque sur le Suvorov. Malgré qu'il brûle régulièrement depuis plusieurs heures et qu'il ait maintenant pris une torpille à la poupe, le navire riposte toujours à ses attaquants avec quelques canons restants.
Sans besoin urgent de poursuivre l'attaque à plus courte portée, les torpilleurs se replient, notant la position pour une attaque nocturne si le Suvorov survit jusque-là. Siswo Veliki fait un retour surprise dans la mêlée, ayant éteint ses incendies, bien qu'il entre dans le combat avec une mauvaise liste à bâbord. Le croiseur blindé japonais Nishin a été gravement touché. Des obus ont arraché plusieurs canons principaux et pratiquement désarmé tout le navire. Au milieu de tout cela, un enseigne de vaisseau, nommé Isoroku Yamamoto, perd 2 doigts à cause des restes d'une explosion. S'il avait perdu un troisième, il aurait été réformé du service militaire. Ainsi, grâce à la conservation d'un seul doigt, y aurait-il des conséquences plutôt importantes quelques décennies plus tard? N'ayant rien d'autre à faire, Rusesvensky est resté dans la tourelle de canon détruite et s'est évanoui. Maintenant, le bateau torpilleur russe Brini entre en vue. Le capitaine Kolometsev reconnaît à peine le navire amiral. Les mâts, cheminées et la majorité de la superstructure ont disparu. Il ressemble plus à un morceau de charbon flottant et fumant qu'à un navire. Un Rozhesvensky à peine conscient est transféré alors que le bateau torpilleur arrive à côté. Un autre torpilleur passe à toute vitesse devant le vaisseau amiral de Nebogatov et annonce que Rozhesvensky est blessé et lui a remis le commandement avec l'ordre de se diriger vers Vladivostok. Bien que Nebogatov manque la partie concernant la réception du commandement, il se dirigeait déjà vers Vladivostok de toute façon. Dérivant, comme le Suvorov avec une inclinaison prononcée, l'Alexander III se renverse soudainement et coule en quelques minutes. Ayant subi le pire de l'assaut de la flotte japonaise pendant près de 4 heures, de manière intermittente, le Borodino n'est maintenant qu'une coquille en flammes, inclinant fortement, bien que ses canons avant tirent encore en retour, mais 12 minutes plus tard, alors que le cuirassé Fuji se détache, elle décide de dégager ses canons avec une dernière salve d'adieu. Un obus frappe le navire et en quelques instants, le feu se propage et l'un des magasins de 6 pouces détonne. D'autres détonations secouent le navire en séquence et il bascule soudainement, bien que la coque retournée reste à flot pendant un court moment avant de disparaître. Les navires russes restants passent l'épave, bien que l'Orel, également gravement endommagé, ralentisse rapidement. 4 torpilleurs se rapprochent à nouveau du Suvorov à la dérive. Sur 7 torpilles, il marque 2, peut-être 3 coups, et un énorme nuage de fumée jaune et noire éclate, indiquant peut-être une explosion de magazine, ou à tout le moins un incendie. En l'espace de 10 minutes, le navire amiral russe chavire également, tirant toujours avec ses canons restants. L'amiral Togo ordonne à ses navires de cesser le feu et de se retirer. Les torpilleurs russes sont tout aussi préoccupants pour lui, dans l'obscurité, que les équivalents japonais le sont pour les Russes, mais contrairement à eux, Togo peut réellement faire quelque chose pour protéger ses cuirassés des Russes. Battu et toujours à flot, l'escadron de Nabogatov se tourne vers le sud-ouest pour essayer d'échapper aux navires japonais. Dans l'obscurité totale, les unités de Nabogatov tentent de repartir vers le nord-est, mais une à une, en raison des dégâts ou du manque de confiance, les navires russes commencent à reculer ou à quitter la formation. Au cours de la nuit, les torpilleurs japonais attaquent plusieurs fois, entre autres choses, marquant ce qui sera finalement un coup mortel sur le Sisoi Veliki et un coup similaire sur le croiseur Admiral Nakimov. Alors que l'aube se lève le 15e, seuls 4 autres navires suivent le Nicolas, le navire amiral de Nebogatov. Complètement coupé de toute aide, endommagé et entouré de bateaux torpilleurs attaquants, l'Oleg et l'Aurora se dirigent vers le sud-ouest hors de la zone de combat. Le Navarin, malmené par les obus et les torpilles tout au long de la journée, avance péniblement lorsque des navires torpilleurs japonais larguent une série de mines enchaînées devant lui. Elle heurte la chaîne et entraîne au moins 2 mines en contact. Elle aussi se renverse rapidement et coule. Quelque part dans l'obscurité, le cuirassé de défense côtière Admiral Ushakov s'est perdu et finira par livrer un dernier combat en solitaire, presque oublié dans le fracas et la mêlée de la bataille. Un soleil brillant et l'absence de brouillard sont à l'ordre du jour, alors que l'aube se lève sur le 2e jour de la bataille. Le croiseur Izumrud est envoyé pour enquêter sur les panaches de fumée à l'horizon.
Les nouvelles sont mauvaises, il s'agit de navires japonais, mais plus de détails suivent. Ce sont des navires plus anciens sous le commandement de l'amiral Kataoka, pas les navires modernes de Togo. Loin au sud, Oleg et Aurora, accompagnés du Zemshug, sont confrontés à un dilemme sur la direction à prendre. De nombreux officiers préfèrent se diriger à nouveau vers le nord, et l'amiral Enquist est peut-être l'amiral le moins efficace de la flotte russe, très facilement influençable. Mais finalement, il leur ordonne de se diriger vers la Chine, mais est-il alors, peu de temps après, persuadé de se diriger vers Manille à la place, où il est un peu moins probable que les Japonais puissent forcer le territoire maintenant américain à abandonner les navires, contrairement aux Chinois récemment vaincus. Apprenant qu'ils affrontent de vieux navires japonais, la force russe restante se réconforte et se prépare pour la bataille. Mais même ces vieux navires sont encore en meilleur état que les Russes et utilisent leur vitesse supérieure pour reculer. Ce qui est probablement le mieux pour eux, quelques croiseurs protégés et vieux cuirassés à tourelles chinois sont probablement l'une des rares forces japonaises que Nabogatov pourrait affronter avec confiance en espérant une victoire. Mais bien sûr, Kataoka avait de l'aide et peu de temps après, les forces de Togo apparaissent à l'horizon. Se trouvant encerclé et en infériorité numérique de 27 à 5, Nabogatov hisse un signal indiquant la reddition et convoque un conseil de guerre. 5 minutes après le début du débat, les Japonais attaquent. En 10 minutes, le Nicolas a 6 trous d'obus différents sous la ligne de flottaison. Désespéré, Nabogatov, sachant que des membres d'équipage de son escadron sont encore en vie, ordonne d'abaisser le signal et de hisser le drapeau japonais, un acte de reddition flagrant qui, il l'espère, ne passera pas inaperçu. Les autres font de même, sauf le croiseur Izumrud, qui remarque qu'il y a une brèche dans les navires encerclants et utilise sa vitesse pour percer la ligne et s'échapper. L'amiral Togo envoie 2 officiers au Nicolas, indiquant qu'il est prêt à accepter une reddition honorable, mais le Novogatov doit venir immédiatement à Mikasa, et aucune tentative de sabotage des navires restants ne doit être faite. Les navires japonais semblent intacts à l'amiral russe. En fait, cela n'est vrai qu'en comparaison avec les navires russes. Mikasa affiche plus de 30 impacts distincts, Shikishima a vu l'un de ses canons exploser, Fuji a perdu un canon principal à cause d'un obus tiré par un navire russe, Nishin a été pratiquement désarmé, et un certain nombre d'autres navires ont subi des dommages légers à modérés. Néanmoins, la marine impériale japonaise est très certainement la victorieuse de cet engagement. Togo permet à Nabogatov de faire une reddition conditionnelle. Il accepte d'informer le tsar de l'issue de la bataille et promet de respecter les biens personnels de l'équipage. Il transmettra aussi une demande à ses supérieurs sur le rapatriement des Russes, si ces derniers sont encore les bienvenus chez eux. Félicitant ses adversaires d'avoir fait le tour du monde jusqu'ici, l'amiral japonais envoie des hommes pour commencer à sécuriser ses prix. Et avec cela, la bataille de Tsushima est officiellement terminée. Les 3 croiseurs russes, qui s'étaient dirigés vers le sud, atteindraient finalement Manille, rencontrant en chemin un escadron américain de 2 cuirassés et 3 croiseurs. Aurora participerait évidemment à la révolution russe et survit encore aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Après un long voyage, incluant un changement de torpilleur, Rozhesvensky a finalement été capturé par les Japonais lorsque 2 de leurs propres torpilleurs ont trouvé et poursuivi les 2 navires russes qui avaient été chargés de conduire l'amiral à Vladivostok. Il serait soigné pour ses blessures dans un hôpital japonais et finalement rapatrié. Malgré ses blessures et son absence pendant la majeure partie de la bataille, il affronterait courageusement son procès en cour martiale, insistant sur sa responsabilité totale. En conséquence, les peines prononcées contre les différents officiers ont été commuées par le tsar en peine minimale. Il mourrait d'une crise cardiaque en 1909. L'amiral Togo a été promu, honoré et chargé de l'éducation du futur empereur Hirohito, entre autres. Il vivrait jusqu'en 1934, mourant du cancer à l'âge de 86 ans. Au total, 21 navires russes seraient coulés, capturés, sabordés ou autrement perdus. 3 d'entre eux sont arrivés à Vladivostok. Les Japonais ne perdraient que 3 torpilleurs. Plusieurs navires qui se sont rendus auraient ensuite été pris en service par les Japonais sous de nouveaux noms.
La bataille mettrait effectivement fin à la guerre russo-japonaise, bien que le conflit se soit prolongé un peu plus longtemps, sans aucune capacité à contester les mers et avec les lignes d'approvisionnement japonaises sécurisées, la Russie a rapidement été forcée à la table des négociations et la guerre s'est terminée avec le traité de Portsmouth. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires. Ci-dessous, n'oubliez pas de commenter sur le post épinglé pour les questions de cale sèche.